Si tu veux lutter contre le trafic de drogue, il faut lutter contre les paradis fiscaux. Si tu luttes contre les paradis fiscaux, tu luttes contre les multinationales légales. L'optimisation fiscale, elle est légale. C'est-à-dire que l'argent des multinationales, il va être viré dans des pays où l'impôt sur la fortune est moins élevé. Et après, tu as la fraude fiscale qui consiste à ne pas déclarer certaines sommes, certains bénéfices et à les envoyer blanchir et se recycler dans des paradis fiscaux. C'est là qu'ils se croisent les bénéfices des entreprises multinationales, des banques, etc. et des narcotrafiquants. Ils utilisent les mêmes intermédiaires. Si tu veux lutter contre le trafic de drogue, il faut lutter contre les paradis fiscaux. Si tu luttes contre les paradis fiscaux, tu luttes contre les multinationales légales. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Chercheurs.es. Aujourd'hui, nous avons Jean Rivelois avec nous. Nous allons parler du Mexique, des narcotrafics, de corruption, de violence. Alors pour un peu introduire le sujet, le Mexique est un des pays le plus violents du monde. On compte 125 à 150 meurtres par jour depuis 2021 et depuis la guerre, depuis 2006, lancée par le gouvernement contre les cartels, on dénombre plus de 431 000 homicides. Et cette violence, elle est intrinsèquement liée à la puissance des cartels par le trafic de cocaïne, de méthamphétamine, d'héroïne et de cannabis. C'est vrai qu'on pense souvent que c'est la cocaïne, mais il y a aussi l'explosion de nouvelles drogues, notamment le fentanyl. J'avais vu aussi que la quantité de fentanyl saisie par les autorités mexicaines a été multipliée par 15 entre 2019 et 2020. Et du coup, aujourd'hui, pour un peu nous expliquer et aller au-delà un peu de la vision juste romantique que peut avoir récemment dans les séries et à la télé, du narcotrafic, on a Jean Rivelois qui est donc spécialiste de la question. Ça fait près de 40 ans, presque 40 ans que tu travailles là-dessus. Tu es arrivé au Mexique en 1986 et tu as observé l'évolution du système mexicain sous différents gouvernements, l'expansion des cartels. Tu as rencontré à la fois des restaurateurs, mais aussi des dirigeants de cartels, des militaires, des policiers, des gouvernants, des gens en prison, des gens en dehors, des civils. Tu as pu un peu, j'imagine, avec tout ce temps-là, un peu faire, pas le tour, mais rencontrer en tout cas même des agriculteurs, un peu voir plein de façons, plein de facettes du Mexique. Je te présente, tu es chercheur à l'Institut de recherche et développement, tu as été professeur aussi à la Sorbonne jusqu'à ta retraite récente. Et avant qu'on commence, j'aimerais bien que tu me racontes comment tu es arrivé à travailler sur le Mexique et sur ces questions-là. Bien, je suis arrivé au Mexique avec l'objectif de travailler sur la corruption qui était liée à la planification urbaine. D'accord. Et particulièrement dans une ville qui est la deuxième ville du Mexique, qui s'appelle Guadalajara. Et quand je suis arrivé, je me suis trouvé face à une corruption traditionnelle, une corruption institutionnelle traditionnelle. Et je me suis également trouvé juste au moment où le principal cartel du Mexique, à ce moment-là, qui était le cartel de Sinaloa, a été victime, entre guillemets, d'une répression de la part de l'armée américaine et de l'armée mexicaine. Et il s'est déplacé dans l'état du Jalisco, dont Guadalajara est la capitale. Donc, ils ont évidemment continué, les responsables du cartel, à leur activité et ils ont investi leurs profits à Guadalajara. Ok. Donc, je me suis trouvé par hasard, à ce moment-là, face à un nouvel acteur économique qui investissait dans la ville et qui avait un poids financier très important. Donc, c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à faire mes études. Je me suis recentré sur cet acteur-là et j'ai étudié un petit peu quelles étaient ses stratégies et puis la réponse des autorités locales
face à l'intervention d'un nouvel acteur économique. Et du coup, en fait, ce que tu racontes, c'est qu'il y avait une corruption déjà de base avec toute la planification urbaine. C'est quoi cette corruption que tu as pu Alors, découvrir? ça, c'est une corruption qui est liée au système politique mexicain. D'accord. Jusqu'en 2006, le gouvernement au Mexique était dirigé par un parti qui était un parti monopolistique qui a été créé en 1929, qui s'appelle le PRI, le Parti révolutionnaire institutionnel. Ce qui est un oxymore, une contradiction dans les termes, parce qu'on ne peut pas être révolutionnaire et institutionnel en même temps, mais on y est habitué avec le centralisme démocratique qui a caractérisé le Parti communiste en Union soviétique. Donc, ce parti gouvernait sur une base clientéliste institutionnalisée. C'est-à-dire que les gouvernants étaient autorisés à être corrompus, à puiser dans les finances de l'État, à extorquer les entrepreneurs locaux, à une condition, c'était qu'ils redistribuent socialement une grande partie de leurs prélèvements informels en direction de la société civile. Pour qu'ils continuent à voter pour le prix, j'imagine. Voilà. Donc, la corruption, qu'on appelle dans ce cas-là une corruption clientéliste, n'est-ce pas, était acceptée par la population. Et en même temps, les gouvernants étaient légitimés aux yeux de la population parce qu'ils redistribuaient. Et ça se traduisait comment? Enfin, ça s'illustrait comment? C'est-à-dire, littéralement, tu pouvais croiser un gouverneur qui te donnait un billet? Ou est-ce que Non, mais c'était c'était par... pas le gouverneur lui-même, c'était des gens qui travaillaient pour lui, qui distribuaient localement, de la part du gouverneur, une partie des subsides qu'ils avaient détournés. C'était un système clientéliste qui fonctionnait et qui n'avait pas besoin de trafiquer les élections. Les gens votaient pour leurs gouvernants parce qu'ils les aimaient. Et quand tu as un nouvel acteur, du coup, qui débarque dans un système corrompu, un peu étatiquement de base, et que tu as ce nouvel acteur, là, par exemple, dans ton cas, avec le cartel de Guadalajara, qui arrive, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est les mêmes pratiques? Est-ce que ça s'intensifie, cette corruption et cette redistribution? Comment ça se passe? Alors, ça se passe que là, il faut faire une analyse du pouvoir politique local et régional. Qui c'est qui détient le pouvoir? Lorsque les narcotrafiquants arrivent à Guadalajara, donc ils investissent non seulement la capitale pour blanchir et recycler leurs bénéfices, mais ils investissent les terres qu'il y a autour pour planter leur production de marijuana et d'opium. Et donc, ils sont obligés de se soumettre aux autorités politiques locales. Pour récupérer les terres, avoir les droits de propriété et tout ça. Non, c'est-à-dire qu'il y a des lois. Hmm. Ils transgressent les lois. Dans un État clientéliste corrompu, on peut transgresser les lois. Les lois sont marchandisées. C'est-à-dire qu'on peut transgresser les lois, mais il faut payer le représentant de la loi pour pouvoir transgresser la loi. Dans le système judiciaire aussi, les avocats, par exemple, ils ont un rôle différent que chez nous. Les avocats, bon, ils défendent, voilà. Mais là-bas aussi, il y a le rôle, du coup, de corrompre. Les avocats ont un rôle un peu plus de, du coup, comme dans cet exemple-là, aller donner littéralement les valises. Oui, alors, ça, c'est une chose. La deuxième chose qui est relative à la profession d'avocat, c'est que l'avocat sert d'intermédiaire entre le prévenu et le juge. Et dans beaucoup de cas,
l'avocat sert à donner un dessous de table au juge afin que la sentence soit amoindrie. Et tel est le rôle de l'avocat. Alors évidemment, l'avocat, il prend son pourcentage sur le pourcentage qu'il donne au juge, mais le juge est corrompu, si bien que quand on analyse ça à un niveau global de système politique, eh bien, on est face à une justice qui n'est pas indépendante. L'indépendance de la justice, c'est un des fondements de l'état de droit. Donc, nous ne sommes pas là dans un état de droit, nous sommes dans ce que j'appelle un état de loi. C'est-à-dire qu'on a besoin de la loi, mais dans la mesure où la loi est marchandisée, on a besoin de la loi pour la transgresser. S'il n'y a pas de loi, il n'y a pas de transgression. Quelle était ta première confrontation à la corruption là-bas? Comment est-ce que tu as saisi l'ampleur du côté étatique? Alors, ma première confrontation à la corruption au Mexique, c'était à partir de l'analyse d'une institution d'État qui s'appelait la CORET, la Commission de régularisation de la tenure de la terre. C'est-à-dire que toutes les villes au Mexique étaient entourées de ce qu'on appelle des ejidos, c'est-à-dire des terres collectives nationalisées qui ceinturaient la ville et qui n'appartenaient donc à personne en particulier, sauf à la fédération, n'est-ce pas? On ne pouvait pas les privatiser, on ne pouvait pas les urbaniser. Elles étaient là pour être cultivées. Et elles étaient effectivement cultivées. Alors, il y avait les ejidos et il y avait les terres communautaires indigènes également, qui étaient également des terres qui n'étaient pas privatisables. Elles appartenaient à la communauté et lorsque l'usager mourait, les terres revenaient à la communauté et étaient redistribuées. Elles n'étaient pas données aux héritiers de celui qui était mort. Donc, je me suis retrouvé à un moment où, à Guadalajara, l'extension urbaine a été obligée à un moment donné de mordre sur ces terres d'une manière illégale. On appelle ça des lotissements irréguliers. C'est-à-dire que les habitants y allaient, ils construisaient leurs maisons, ils avaient de l'eau et de l'électricité à partir d'un certain moment. C'est-à-dire qu'il y avait une acceptation de la part des institutions urbaines de la présence de ces habitants illégaux, n'est-ce pas? Mais tout ça se faisait sous le régime de l'informalité et, mis à part qu'à partir d'un certain moment, les habitants ont demandé à ce que leur terre, c'est-à-dire leur maison et le jardin qu'ils avaient devant, soient privatisés. Ouais. Ils deviennent propriétaires. Donc, il a fallu changer la Constitution. Ah oui, carrément. Et il a fallu créer une institution qui s'appelait la CORED, dont je parlais tout à l'heure, qui était chargée donc d'attribuer la propriété privée à ses habitants illégaux. Et la caractéristique de cette institution est qu'elle était structurellement corrompue. Je peux privatiser à ton profit la terre, mais il faut que tu me payes un dessous de table. Alors, non seulement elle était corrompue, mais en plus, le processus de privatisation, qu'on appelait la régularisation, durait très longtemps.
Il manquait toujours un papier ou quelque chose. C'était un Et système le papier, en fait, bureaucratique. c'était un peu un Et biais, non? donc, on faisait durer pour pouvoir faire durer la corruption Mhm. des représentants de l'État. Donc, il est arrivé un moment où ce système n'a plus fonctionné et cette institution, la Corette, là, a été dissoute. Mais moi, je suis arrivé à Guadalajara au moment où l'institution était effective et très performante au niveau de la corruption. Aujourd'hui, en 2025, en France, on a l'impression que la corruption, ça ne nous concerne pas. Et en 86, il y avait tout autant de... Enfin, peut-être pas autant de corruption, mais il y avait de la corruption en France. C'était assez développé, non? Tu me parlais de réseaux téléphoniques qu'il fallait mettre des dessous de table aussi. Non, c'était... alors, la rareté crée la corruption. C'est-à-dire que, par exemple, moi, quand je suis arrivé au Mexique, tout le monde n'avait pas le téléphone. Pour avoir le téléphone, il fallait payer les représentants de la société publique qui donnait les téléphones. Sinon, on ne l'avait pas. C'est-à-dire que tout le système bureaucratique fonctionnait sur la base de la corruption. On a des réglementations, on a des lois, mais pour les mettre en application, il faut, je le répète, corrompre les représentants de la loi ou ceux qui la font appliquer ou ceux qui font les réglementations au niveau local. Et on parle beaucoup du coup du mélange entre violence et corruption. Est-ce que la corruption crée la violence? Est-ce que la corruption... Quel est le rôle de la corruption autour de ça? Pour résumer, on peut dire que lorsque la corruption ne fonctionne plus, on a un déchaînement de violence. C'est la loi du plus fort qui s'exprime d'une manière violente, armée. Et on peut avoir des assassinats des représentants de l'État soit parce qu'ils ne sont pas assez corrompus, soit parce qu'ils sont trop corrompus, c'est-à-dire qu'ils demandent trop de dessous de table. Ils sont trop exigeants, c'est ça? Ils sont trop exigeants, oui. Ça explique pourquoi aussi j'avais vu qu'il y avait, là dans des élections en 2024, il y avait eu 37 candidats qui avaient été assassinés. Alors ça, là, j'ai peut-être fait un saut dans le temps. On est dans un autre contexte. Okay. On n'est plus dans le contexte clientéliste traditionnel que j'avais connu quand j'étais arrivé à Guadalajara. On est dans un contexte d'alternance politique. C'est-à-dire qu'il y a eu une alternance politique au Mexique qui s'est exprimée en 2007. Et donc, le PRI a perdu le pouvoir. Mais il l'a récupéré en 2012. Parce que le PRI avait perdu le pouvoir parce que, justement, il était incapable d'enrayer la violence qui était dont la cause était le développement des cartels de la drogue. Parce qu'à partir de 2007, il y a eu ce qu'on a appelé la guerre contre la drogue qui a été appliquée au Mexique. Et l'armée a complètement déstabilisé les cartels de la drogue. Et donc, il y a eu une guerre des cartels contre l'État mexicain. Une alliance? Et la population en a eu marre de cette guerre. Et ça a déchaîné tellement de violence qu'elle est revenue au parti traditionnel, le PRI, qui lui avait... et lui a redemandé donc de prendre le pouvoir et de régler les problèmes de violence par la corruption, justement. Ce que le PRI n'a pas fait, parce que il y a le voisin américain qui est au-dessus, là, qui a exigé
que la guerre contre la drogue se poursuive. C'est-à-dire que le PRI a continué à faire la guerre aux narcotrafiquants. C'est ce qui explique qu'en 2018, il y a eu un autre changement politique à l'intérieur de l'État, donc. C'est-à-dire qu'il y a un nouveau parti qui a été créé, qui est un petit peu l'équivalent de LFI en France, Hmm. pour sortir de la dynamique corruption, violence, violence, corruption traditionnelle. Oui, parce que tu avais un peu deux avenues. Soit corrompre, soit être violent pour Voilà. les arrêter. Et là, il y a une C'est troisième ça. voie. Alors, la troisième voie, c'est non pas de militariser la société, mais de lutter contre l'origine de la violence et de la corruption. L'origine de la violence et de la corruption. Pourquoi les gens s'insèrent et participent à des cartels de la drogue? Parce qu'ils n'ont pas d'autres ressources. Il faut s'attaquer à la pauvreté, il faut construire des services publics qui étaient complètement déficients au Mexique, et de manière à intégrer la population, et notamment la jeunesse, dans une dynamique pacifique et, entre guillemets, légale. Qu'est-ce que disaient les gens quand tu leur demandais, au cours de tes enquêtes, au cours des années, pourquoi ils pouvaient s'engager dans les cartels, que ce soit des gens qui étaient là par à-coups ou des gens qui sont rentrés dedans qui ont fait carrière? Alors, il y a plusieurs catégories de membres des groupes criminels. D'abord, il faut différencier un cartel et un groupe criminel. Le cartel, il est régional la plupart du temps. Il peut même chevaucher sur plusieurs régions. Et les groupes criminels, ils sont locaux. Et en dessous, il y a les bandes criminelles qui sont vraiment au niveau le plus local des quartiers. Alors, c'est facile de dire, et ça on le dit aussi beaucoup en France, de présenter les jeunes dealers comme des assassins, des criminels. C'est pas le cas, c'est un travail comme un autre. Il faut le voir comme un travail. C'est un travail illégal, réprimé, sélectivement ou non. Pourquoi il n'y a pas de répression dans le 16e arrondissement à Paris? Eh bien, c'est pas parce qu'il n'y a pas de drogue. Les gens du 16e, ils se droguent comme les autres. Mais ils vont aller chercher leur drogue, ou ils vont envoyer chercher leur drogue dans des endroits de la périphérie parisienne. Hein. Donc, le problème, il est dans la périphérie parisienne. Mais ce n'est pas un problème de violence, c'est un problème de pauvreté. C'est-à-dire qu'on est véritablement là dans ce que Foucault appelle des illégalismes, c'est-à-dire de l'informalité qui peut être soit tolérée, soit réprimée. Si elle est réprimée, elle peut être réprimée sélectivement ou systématiquement. Alors, elle est tolérée. Par exemple, lorsque vous avez des travailleurs informels sur un trottoir, c'est interdit. Le trottoir, c'est le domaine public. Les gens s'installent pour vendre leurs marchandises. On les laisse là. Pourquoi? Parce que dans ce cas-là, le commerce informel, avec le commerce de marchandises légales, mais le commerce en lui-même, à cet endroit-là, il est illégal, ça permet d'amortir la pauvreté, si tu veux. C'est un amortisseur de la pauvreté. C'est-à-dire qu'il vaut mieux que les gens soient sur le trottoir en train de vendre leurs marchandises plutôt que de kidnapper d'autres personnes, plutôt que de verser dans une délinquance organisée. C'est là où c'est toléré. C'est un Donc là, on le tolère.
le commerce de rue informel, de marchandises légales, n'est-ce pas? Les gens ne s'installent pas comme ça, n'importe qui ne peut pas s'installer comme ça sur un trottoir. Il faut faire partie d'un groupe qui est reconnu par la municipalité. Chaque commerçant verse une partie de ses bénéfices au responsable du groupe qui lui-même reverse une partie de cet argent au responsable de la municipalité. Est-ce que c'est ce que tu as observé là-bas, on peut l'appliquer en France aussi avec... Très, très difficilement, parce que si tu vas dans des commerces informels en France, enfin sur les marchés en France, il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de vendeurs, mais il y a également beaucoup de policiers municipaux. Alors, on a connu en France une corruption des policiers municipaux qui délivrent les autorisations aux commerçants. Mais ça remontait même dans certains cas jusqu'au maire. Mais disons que ce n'est pas un phénomène systématique comme au Mexique. Alors, c'est pas pour nous donner une bonne conscience, si tu veux, mais ici, ce type de corruption est exceptionnel, alors qu'au Mexique, il est la norme. Et je me demande comment ils savent combien payer. Est-ce que tu as pu avoir des éléments de réponse là-dessus? À quel moment tu sais combien c'est assez pour corrompre quelqu'un? Alors, soit ça se passe par une négociation avec les autorités, c'est-à-dire je suis arrêté, on me met devant le commissaire et le commissaire me dit si tu veux continuer, tu dois payer telle somme. Soit il y a un responsable au-dessus de moi, et le responsable s'est lui-même entendu avec les policiers, les représentants de la police, pour savoir quel est le montant qui doit m'être prélevé au titre de la corruption. C'est une corruption ordinaire, disons. C'est la corruption qui est liée au fait de posséder une voiture et qui est liée surtout au fait que les policiers sont sous-payés. Et on tolère qu'ils accroissent leur salaire en rançonnant les automobilistes. Comment étaient tes premiers contacts avec les cartels au début? Avec par exemple le cartel de Guadalajara. Comment c'était au début? Je ne vais pas te raconter l'histoire. Je n'ai jamais eu de contact direct avec le chef du cartel de Guadalajara. Bah, j'espère pour toi. Ça n'a aucun intérêt. Il faut avoir des contacts quand on est un chercheur de terrain avec les hommes qui travaillent pour le cartel de Guadalajara. Eux, ils vont te raconter leur vie, ils vont frimer devant toi. C'est eux qui te racontent tout. Et alors que le chef du cartel, c'est un politicien. D'abord, en fait. il se planque et c'est très difficile de le voir. Mais en plus, il va te sortir des arguments qui sont de la langue de bois, si tu veux. C'est comme il ne faut jamais aller voir un ministre pour l'interroger. Il va te sortir un discours de langue de bois. Bien sûr. Ce sont les discours que tu entends à la télévision. C'est de la langue de bois. Ce sont des discours convenus. Oui, parce que lui, il dirige, il a un poste de gouverneur, quoi, d'une certaine manière. Il dirige une équipe, un territoire. Voilà, c'est ça. C'est un politique. Et puis, il a besoin de te dire que tout va très bien, Madame la Marquise, quoi. Donc, après, si tu fais un véritable travail de terrain, tu vas aller discuter avec des policiers que tu connais par personne interposée, qui sont des gens de confiance, entre guillemets, c'est-à-dire de confiance dans la mesure où ils vont te dire ce qu'ils font, parce qu'ils te font confiance, n'est-ce pas? Et donc là, tu auras une vision beaucoup plus réelle de ce qu'est une organisation, si tu veux, de ce que sont les hiérarchies. Et comment est-ce que tu as vu ces évolutions? Parce que du coup, comme on disait, tu as pu voir ça sur presque 40 ans. Et les évolutions des hiérarchies et des systèmes au sein des cartels,
Est-ce que tu as pu voir une certaine évolution, un certain changement dans la manière dont ils fonctionnaient? Alors, il n'y a pas de règle générale. Tout dépend du contexte régional et local. Alors, tout à l'heure, je parlais des hiérarchies. Il y a donc les responsables de cartels qui, généralement, ce sont eux qui contrôlent les routes du transport de la drogue vers les États-Unis. Hein. Donc, eux, ils ont une rente de situation qui leur permet de s'enrichir. Bon, alors, ensuite, il y a les zones de culture. Les zones de culture, elles sont dirigées, elles sont entre les mains de clans criminels locaux, régionaux, hein, qui sont chargés de corrompre les autorités locales. Par exemple, une fois, moi, je faisais une opération de fumigation avec un policier en hélicoptère. On survolait un champ de marijuana et il me disait, tu vois, ce champ, il est entouré par des petits points verts. Tu les vois, les petits points verts? Il me disait. Je dis oui. Ce sont des militaires. Les militaires, à cet endroit-là, protégeaient les cultures de marijuana. Il me disait, je ne peux pas fumiguer à cet endroit-là. On va m'envoyer faire des fumigations loin. Et effectivement, on a été loin. Il a largué tout son produit sur une zone perdue et il a été obligé de revenir. Il y a perdu la moitié de la journée, alors qu'il aurait très bien pu fumiguer à proximité de là où se trouvait sa base. Mais non, là, on n'autorisait pas à le faire. Donc après, il y avait des rapports qui étaient envoyés au gouvernement américain qui disaient il y a eu tant et tant et tant de fumigation et de destruction de cultures. Et il n'y a personne qui vient vérifier l'efficacité, Ouais, voilà. parce que de toute façon, c'est un peu... Pour les États-Unis, c'est de l'ordre de politique interne de pouvoir montrer que Voilà. ils sont en train de faire quelque chose, quoi. Ça, Après, si ça mais en fonctionne fait, vraiment ou pas, c'est pas vraiment la question, quoi. En réalité, ça ne change rien. Et est-ce que parce qu'on a parlé des illégalismes informels, est-ce que l'illégalisme, par exemple, avec les narcos, enfin la corruption, elle diffère dans le processus, ou est-ce que c'est le même dont on a Alors mentionné? là, on n'est plus dans les illégalismes informels, on est dans ce que moi j'appelle les illégalismes souterrains. C'est-à-dire, ce sont des acteurs qui sont considérés comme des criminels. Bon, on les tolère. Ils corrompent pour être tolérés. Mais ils sont quand même fichés comme criminels. Alors que le marchand de la rue sur le trottoir, il n'est pas criminel. C'est différent. Donc, ces acteurs-là, si tu veux, ils dépendent de hiérarchies qui sont également très rigides. Un vendeur de drogue dans un marché, il a au-dessus de lui quelqu'un auprès de qui il se fournit, qui en a lui-même un autre. Donc, tout ça remonte et fait que le prix de la drogue est tel, tout ça est intégré dans le prix de la drogue, dans la vente au détail. Est-ce que le profit arrive à être redistribué au sein de la communauté? En tout cas, au départ, peut-être dans les 20 premières années dans lesquelles tu étudies, parce que tu parles de connivence entre l'État et ses agents, entre l'État et les cartels, est-ce que l'État, ou peut-être les gouvernants, les maires, voient les cartels comme un acteur économique, pas comme un autre, mais en tout cas vraiment, oui, un acteur économique puissant qui peut permettre à l'État, à une région de s'en sortir? Alors, de s'en sortir, non, mais d'amortir la pauvreté, oui. Bon, et là, c'est partout pareil, hein. Les dealers qu'on voit en France,
ils redistribuent une grande partie de leurs bénéfices à leur famille. Il faut bien que les gens puissent vivre, qu'ils puissent consommer. Alors après, on consomme quoi aussi? Si c'est pour s'acheter une Ferrari, est-ce que c'est utile d'avoir une Ferrari plutôt qu'une 2 chevaux, quoi? Après, c'est une question de valeur aussi. Donc, il faut que les gens puissent consommer. Et la première des consommations nécessaires, disons, c'est la nourriture. Donc, ça permet effectivement d'amortir la pauvreté, le fait qu'il y ait ces illégalités. Est-ce qu'on pourrait un peu voir un peu les différentes périodes? Parce que au cours des années, c'est vrai qu'il y a eu, c'était la manière dont les cartels se sont comportés, l'État aussi se sont comportés. Il y a eu des gros changements. Du coup, toi, tu es arrivé au moment du cartel de Guadalajara, où il y avait une sorte d'accord, en fait, de protection entre l'État et le cartel. Et à un moment, ça a sauté. Enfin, à un moment, ça a sauté en 2006. Mais avant ça, il y a eu toutes les politiques néolibérales des années 80. Qu'est-ce qui s'est passé dans les années 80 pour que tout d'un coup, 88, présidence de Salinas, je vois tournant avec toute une partie de nombreuses réformes libérales. Comment ça se fait? C'est le tournant néolibéral du monde, Alors, tout simplement? si on parle du Mexique, il faut commencer par le commencement. Les années 60-70, c'était des années où il y avait déjà des cultures de drogue et où la drogue était acheminée, qui était principalement la drogue de la marijuana et de l'opium, était acheminée par les organisations mexicaines vers les États-Unis. Il n'y avait pas de cartel à ce moment-là. Ça se faisait d'une manière quasi officielle et tolérée. Le changement s'est opéré dans les années 70 avec l'arrivée du cartel de Guadalajara. Le cartel de Guadalajara a continué à envoyer de la drogue aux États-Unis et parallèlement, le marché de la cocaïne a pris de l'ampleur. Le marché de la cocaïne était traditionnellement tenu par les cartels colombiens. Les cartels colombiens traversaient le Mexique, ils payaient une quote-part aux représentants de l'État et aux représentants des cartels locaux pour pouvoir traverser le Mexique et livrer leur drogue aux États-Unis. Jusqu'au jour où les Mexicains se sont dit, mais qu'est-ce que c'est que ce trafic de drogue qui traverse notre pays? On est chez nous. Et donc, on ne va plus accepter que les cartels colombiens traversent notre pays. Donc, il y a eu une guerre entre les Colombiens et les Mexicains. Les Mexicains ont gagné. Et donc, à partir de ce moment-là, la cocaïne s'arrêtait à la frontière du Mexique et elle était prise en charge par les narcotrafiquants mexicains qui l'acheminaient aux États-Unis où les Colombiens la récupéraient. Mais ça rapportait davantage de profit au cartel mexicain, évidemment. En 93 et en 95, il y a eu la dissolution des cartels de Medellín et de Cali en Colombie. Et à ce moment-là, les narcotrafiquants mexicains sont allés eux-mêmes chercher la cocaïne en Colombie et se sont rendus propriétaires de toute la route continentale, donc, qui va de la zone andine jusqu'aux États-Unis.
Et aussi de la production ou pas? Est-ce qu'ils sont allés, je veux dire, est-ce qu'ils sont allés jusqu'à la source, détenir Non, tout? ils ne sont pas allés jusqu'à la source. Ils allaient en Colombie où des organisations de narcotrafiquants colombiens, des organisations locales, leur livraient Ok. la marchandise. Donc, ils se sont rendus propriétaires de toute cette route et c'est là que ça a commencé à devenir très difficile parce que les Américains n'ont pas accepté ce truc-là, la suprématie des cartels mexicains sur toute la route, quoi. Et donc, il y a eu une injonction du gouvernement américain pour que la guerre contre le narcotrafic soit intensifiée au Mexique. Et ça a été, à partir de 2007, c'est devenu... on a assisté à une militarisation très forte. Le fait de pouvoir acheter des élections. Le fait de pouvoir acheter des élections et le fait de pouvoir éliminer des candidats qui ne correspondent pas aux intérêts qu'ils défendent. Et du coup, plus facilement instaurer un régime de peur. Et du coup, de rapport de force directement avec les autorités locales. Avec les autorités locales. Parce que absolument. la personne, gouverneur avant, il était juste nommé. Et du coup, c'était une personne de la capitale, j'imagine, qui est arrivée. Mais il n'y avait pas 27 candidats qui étaient possiblement. Oui, c'est ça. Mais Donc, ça fait partie de toute une politique. C'est ça que tu dis aussi dans tes écrits, c'est que ça fait partie de toute la politique néolibérale qui était au Mexique et qui a influencé, enfin, qui a peut-être créé tout un système qui a rendu les cartels plus puissants, ou en tout cas plus... Absolument. Parce que le néolibéralisme, il est fondé sur le fait que ceux qui détiennent le pouvoir, ce sont davantage les banques, les multinationales. Ceux qui ont un point de pouvoir économique. Oui, c'est ce qu'on appelle les marchés, qui peuvent dominer le pouvoir politique. Et elles ont un moyen de pression qu'on subit tous les jours, qu'on soit mexicain, français ou autre. Ça s'appelle la dette publique. Les marchés prêtent aux États et les États ne peuvent pas rembourser leurs dettes. Donc les marchés sont obligés de reprêter aux États pour pouvoir payer les intérêts de la dette. Non pas pour pouvoir rembourser la dette, mais pour payer les intérêts de la dette. Et c'est ce qu'on paye tous les jours en tant que consommateur, hein, et en tant que bénéficiaire ou non des services publics. L'État a de moins en moins de moyens pour financer les services publics. Ouais, on appauvrit l'État. Parce qu'il faut qu'il rembourse. Donc, on se retrouve dans un système, on a beau l'appeler néolibéral, avec néo comme nouveau, mais qui est très ancien, qu'on connaît depuis, depuis les Romains, si tu veux. C'est le système qu'on appelle la dette perpétuelle. C'est-à-dire qu'au début, les seigneurs, ils faisaient payer un loyer à leurs métayers, ou on faisait payer un loyer aux esclaves pour pouvoir habiter à tel endroit. Les esclaves ne pouvaient pas le payer parce qu'on calculait le loyer de manière à ce qu'il soit supérieur au salaire qu'on leur versait. Donc, ils ne pouvaient pas payer. Donc, ils allaient négocier avec le caudillo, comme on dit au Mexique, le fait de ne pas pouvoir négocier. Cette dette, historiquement, elle était transmissible aux enfants des esclaves. C'est pour ça qu'on l'appelait la dette perpétuelle. C'est un système dont on ne pouvait pas sortir. Il n'y a qu'une seule manière d'en sortir, ça s'appelle la révolution. C'est ce qui s'est passé. C'est comme ça qu'on a supprimé l'esclavage. Et justement,
pour pouvoir faire en sorte que, à la génération suivante, on repart à zéro, quoi. Bon, ça n'a pas supprimé l'aliénation, mais ça a quand même libéré les générations suivantes de ce système de la dette perpétuelle. Les marchés ont mis les États actuels sous le régime de la dette perpétuelle. On ne pourra jamais rembourser les marchés. Jamais. Et du coup, par exemple, dans notre cas, pour y revenir, ça fait que en gros, l'État mexicain serait affaibli par cette logique de marché-là, ça laisse plus de place à d'autres acteurs économiques et politiques, ou est-ce que aussi il y a une logique de dette entre les cartels et les gouverneurs, les autorités politiques? Non. Il faut savoir une chose, que quand on rentre dans la corruption, on ne peut plus en sortir. C'est-à-dire que on va te faire chanter par le fait que tu as accepté un pot de vin. Il va y avoir des témoins, etc. Donc, tu es tenu de reproduire le système qui a permis cette corruption à travers le pouvoir que tu exerces. Donc, de ce côté-là, il ne va pas y avoir de problème. D'un autre côté, il faut différencier ce qu'on appelle l'optimisation fiscale et la fraude fiscale. L'optimisation fiscale, elle est légale. C'est-à-dire que l'argent des multinationales, il va être viré dans des pays où l'impôt sur la fortune, sur le revenu est moins élevé, mais pas dans le pays où les profits ont été réalisés. Ça, c'est de l'optimisation fiscale, c'est légal. C'est bien. Et après, tu as la fraude fiscale, qui est également courante, qui consiste à ne pas déclarer certaines sommes, certains bénéfices, et à les envoyer blanchir et se recycler dans des paradis fiscaux. C'est là qu'ils se croisent. Les bénéfices des entreprises multinationales, des banques, etc., et des narcotrafiquants, ils utilisent les mêmes intermédiaires, les paradis fiscaux. Si tu veux lutter contre le trafic de drogue, il faut lutter contre les paradis fiscaux. Si tu luttes contre les paradis fiscaux, tu luttes contre les multinationales légales. Et je me demandais aussi, du coup, on en avait parlé aussi, que ces politiques néolibérales aussi ont fait que la corruption redistribuait moins. Avant, on parlait du fait qu'il y avait tout ce clientélisme, du fait que ça redistribuait énormément, et qu'après les politiques néolibérales, les personnes qui sont corrompues ne rétribuaient plus trop la société civile. Oui, est-ce que c'est lié à quelque chose d'individualiste? Ça a été effectivement un des gros problèmes au Mexique à partir de la période Salinas, là, de 88 à 94, où on s'est aperçu que le clientélisme traditionnel qui consistait à redistribuer socialement une partie des bénéfices de la corruption ne fonctionnait plus. C'est-à-dire que les bénéficiaires de la corruption, ceux qui déviaient les finances de l'État, ils avaient tendance à garder tout pour eux et à l'envoyer aux États-Unis dans les banques américaines. Évidemment, les banques américaines étaient contentes, mais ceux qui n'étaient pas contents, c'était les anciens bénéficiaires de la redistribution traditionnelle. Parce que, effectivement, ils avaient moins de ressources, il y avait moins de redistribution. Alors ça a provoqué un changement du parti politique de gouvernement au Mexique. Mais attention, là, on est dans les États réels, c'est-à-dire qu'il y a une alternance politique, mais ce n'est pas pour ça qu'il y a un changement de système politique. C'est-à-dire que le système politique, bien que ce soit un autre parti qui prenne la tête de l'État, il reste le même.
Il a les mêmes outils. structuré par la corruption. Et avec 2 outils. Soit, soit la corruption, soit la violence. Encore Ouais. là, peut-être Alors, le donc, à niveau partir système du politique, c'est la moment violence, quoi. Mais où il y a eu autant de corruption, mais de moins en moins de redistribution sociale, ça a accru la violence. parce qu'il y avait la hausse de la pauvreté. Hausse de pauvreté, hausse de c'est ça. violence. Il y avait de moins en moins de redistribution, donc Et c'est une augmentation de la grande pauvreté, c'est ça? Ou même de la pauvreté en général? de la pauvreté en général et dans certains coins de la grande pauvreté. Donc alors, dans les campagnes, et ça se traduit par le fait des migrations urbaines. Et quand les migrants arrivent en ville, ils s'aperçoivent qu'il n'y a pas plus de débouchés, sauf si on s'insère dans la délinquance et dans la violence. Et c'est à partir de ce moment-là que le trafic de drogue s'est diversifié. C'est-à-dire que maintenant, alors qu'auparavant il était limité au trafic de drogue, on a de plus en plus d'extorsion de commerçants, d'enlèvements avec demande de rançon, c'est-à-dire un accroissement de la violence. Est-ce Il n'y a que pas que le trafic de drogue. est-ce que c'est parce que les débouchés légaux sont moins présents? Et là, comme on parlait, il y a un accroissement des profits et de l'économie. Et du coup, comme il y a plus de personnes qui vont vers ces illégalismes, enfin, vers le trafic de drogue, ils voient que, bon, par exemple, que tout ce qui est dans le trafic de drogue, bon, c'est complet, il y a trop de personnes. Bon, on se diversifie du coup. Il y a plus en plus d'acteurs. Non, c'est pour accroître Les profits. les profits également. Ce sont des activités qui sont très rentables, hein. C'est intéressant ces histoires d'extorsion parce qu'aussi en France on a ça, mais après c'est deux célébrités, je pense que tu vas pas connaître, mais peut-être Paul Pogba tu dois connaître, mais SCH qui est un des plus grands rappeurs en France, les deux ont eu des affaires en même temps, chacun a quelques années d'écart. Paul Pogba c'est son frère. Ben oui. Et ses amis d'enfance qui lui ont dit exactement, enfin j'étais au procès, lui ont dit il y a des gens qui te protègent depuis 13 ans et il faut que tu payes 1 million par année Ben oui. qu'on t'a protégé. Sinon, il y avait des gens, il y avait des hommes cagoulés qui étaient venus avec des fusils d'assaut, d'ailleurs, qui n'ont jamais été retrouvés, et en lui disant il faut que tu payes, il faut que tu payes. Et pareil pour SCH avec des amis d'enfance des quartiers nord de Marseille qui lui avaient dit faut que tu payes, il faut que tu nous protèges, enfin qu'il faut protéger. Et il s'est fait tirer dessus, son van s'est fait tirer dessus en sortie de boîte de nuit il y a quelques mois. Il vit plus à Marseille maintenant et son styliste est mort, je crois. Mais du coup, c'est les mêmes logiques, quoi. Je te protège, mais en fait, Ouais. si tu payes pas, c'est... Absolument. Et alors, ça commence par la menace, et après, c'est l'exécution réelle de l'acte de violence. De toute façon, plus il y a de concentration d'argent, plus il y a d'opportunités, d'occasions de corruption et d'extorsion. Bien sûr, les footballeurs, ils gagnent trop d'argent. peuvent corrompre. C'est évident. Bah là, le rapport de force, en tout cas, de leur côté. En handballeur, par exemple, face à un footballeur, le footballeur, il est beaucoup trop riche, quoi. Et qu'est-ce qu'ils en font de cet argent? Eh ben, mais ils le mettent d'abord dans des paradis fiscaux parce qu'ils ne veulent pas payer d'impôts, évidemment. Ou ils veulent en payer le moins possible. Les impôts, c'est bon. C'est même pas bon pour les prolos, parce que les prolos, ils n'en paient pas d'impôts sur le revenu, généralement. Ce sont les classes moyennes qui payent. Et qui n'ont pas non plus la possibilité d'aller dans un paradis Et à fiscal. partir d'un certain moment, elles ne peuvent plus payer. Enfin, je veux dire, le niveau des impôts augmente considérablement parce qu'il faut payer la dette perpétuelle. Il faut la rembourser. On ne la remboursera jamais. Mais... En 1984, toi, tu parles d'un changement de rapport de force entre l'État et les cartels. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, en 1984, il y a eu une affaire qui s'appelait l'affaire Camarena au Mexique, qui fait qu'un représentant de la DEA qui s'était infiltré... La DEA, c'est la police de la drogue américaine, c'est ça? Voilà, qui s'était infiltré dans
dans les organisations criminelles a été assassiné. Et donc, les Américains n'ont pas du tout apprécié cette chose-là. Et ils ont donc décidé d'intensifier la guerre contre la drogue au Mexique. Et donc, c'est là que ça a commencé véritablement la militarisation de la guerre contre la drogue au Mexique. Mais bon, après, c'est tout un processus Hmm. qui Mais il y a quand même va se continuer jusqu'à aujourd'hui, quoi. Ouais, mais aujourd'hui, il y a vraiment eu un pic de ces 20 dernières années entre 2006 et aujourd'hui. Je suis allé voir les taux d'homicide pour 100 000 habitants et pour voir les évolutions par rapport au changement politique dont on parlait. Et c'est vrai qu'en 2007, le taux d'homicide pour 100 000 habitants est de 8. Et en 2010, il grappe à 22. Ça triple avec Felipe Calderón qui fait la guerre contre la drogue. En 2014, il redescend à 16. Puis on a un changement et il reconnaît un pic en 2018. Et après, en 10 ans, du coup, le nombre d'homicides a été multiplié par 4. Et c'est que depuis 2 ans, du coup, avec la nouvelle présidence, qu'il y a une baisse. Mais on est encore dans des taux à plus de 30. Il y a vraiment une explosion, en fait, depuis 2007. Ah, mais oui. Et comment ça se fait que malgré les alternances, cette explosion, elle continue? C'est-à-dire qu'il y a eu, on comprend en 2007, explosion de la violence avec déclaration de guerre entre les cartels et l'État mexicain et américain. Mais pourquoi après, alors malgré Enrique Peña Nieto en 2012, pourquoi ça continue à augmenter? Alors, il faut faire une analyse un peu plus fine. Il n'y a pas que les chiffres qui comptent. C'est-à-dire qu'il faut voir qui meurt. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a des phénomènes de règlement de compte ou de guerre de territoire entre bandes criminelles locales qui font qu'il y a beaucoup de morts parce que ça, c'est un autre problème périphérique, mais qui est important. Il y a beaucoup d'armes au Mexique. Il y a trop d'armes au Mexique. Le Mexique n'est pas producteur d'armes. Toutes les armes qu'il y a au Mexique, elles viennent des États-Unis. Ça veut dire que le trafic de drogue se double par le trafic d'armes. J'envoie la drogue aux États-Unis et je reviens, donc ça me rapporte des bénéfices, et je reviens avec des armes que je revends au Mexique et ça me rapporte du fric aussi. Donc, on rentabilise les routes. C'est ce qu'on appelle littéralement de l'import-export, quoi. Voilà. Et donc, ces règlements de compte entre bandes criminelles ou de délinquants locales constituent une part très importante des morts dont tu parles. Alors, beaucoup sont des jeunes, hein, et ce phénomène est révélateur du fait que les organisations à un niveau supérieur de la hiérarchie ne contrôlent pas, ou contrôlent de moins en moins les bandes criminelles locales. Oui, toi, tu parles d'autonomisation de ces bandes-là. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire? Cette autonomisation fait que elle a pour effet que la perte de légitimité du pouvoir politique, paradoxalement. C'est-à-dire que on ne va pas se réjouir que les narcotrafiquants se tuent entre eux. Parce que les petits jeunes des bandes criminelles locales, ce sont des gens du peuple. Bon, ils ont leur activité, ils ont leurs normes, ils ont leurs instruments de guerre qui sont les armes, et ils les utilisent. Voilà. Donc, mais il n'empêche que, d'une certaine manière, ça décrédibilise, ça délégitime le pouvoir politique, parce que théoriquement, la police devrait empêcher ça.
Et ça délégitime en même temps les responsables des cartels, là en l'occurrence, parce que ça prouve qu'ils sont incapables de contrôler les bandes de délinquants qui sont en dessous d'eux et que théoriquement, ils doivent contrôler. Et ça, Donc c'est un effet de la guerre, ça. Hein? Ça, c'est un effet de la guerre contre les cartels, parce que j'avais vu, je crois que les États-Unis étaient très contents parce qu'ils avaient réussi à tuer plus d'une vingtaine de chefs de cartels. Mais si les têtes sont coupées, en fait, elles se divisent d'une certaine manière. Il n'y a plus personne pour vraiment Non, mais contrôler. c'est ça. Ça, c'est le cycle de la répression et de la prohibition, si tu veux. C'est-à-dire qu'on interdit la vente de drogue, la consommation de drogue, la production de drogue. Les paysans sont considérés comme des criminels, etc. Bon. Donc, plus on réglemente et plus on interdit, eh ben, plus il y a de violence. La seule manière, ou les deux seules manières de diminuer la violence, c'est soit la corruption, soit les politiques publiques de lutte contre la pauvreté qui produit la pauvreté, qui fait qu'il y a tout un tas de jeunes qui vont adhérer à ces bandes locales, et ces bandes locales qui sont violentes la plupart du temps, pour pouvoir amortir la pauvreté dont ils souffrent. Est-ce que tu as des exemples de ce qui a pu se passer au Mexique? Je crois qu'il y avait l'histoire avec le fils d'El Chapo, d'histoires qui ont délégitimé le gouvernement et les militaires aux yeux de la population. Mais c'est-à-dire que le gouvernement n'a pas besoin d'avoir d'histoire parce que toute la population sait qu'il y a une entente entre le gouvernement et les cartels. L'objectif étant la pacification des rapports sociaux. Hmm. C'est-à-dire que ce qui préoccupe le plus et qui a provoqué des alternances politiques, la population, c'est la violence. Parce que la violence, elle est quotidienne. C'est-à-dire, elle peut te tomber dessus à n'importe quel moment. Donc, ce phénomène-là fait que les guerres contre la drogue ont été entamées et que les gouvernants ont été délégitimés. Donc, les gouvernants sont obligés de s'entendre avec les représentants des cartels criminels Qui pour eux-mêmes sont faire délégitimés. baisser le niveau de violence. Mhm. Alors, comment on s'y prend? Ouais. C'est très difficile. Tu ne vas pas voir un responsable de cartel comme ça pour négocier avec lui. Il faut utiliser des acteurs intermédiaires. Et ce que j'ai constaté dans mon terrain, dans le Guerrero, là, c'est que le nouveau gouverneur qui avait été nommé, après que le précédent ait été évincé pour corruption, le nouveau gouverneur a décidé d'utiliser le clergé comme intermédiaire entre les narcotrafiquants et les autorités publiques, lui-même en l'occurrence. Parce que les narcotrafiquants, tout narcotrafiquant qu'il soit, tout criminel qu'il soit, ils croient en Dieu. Hmm. Et ils vont à la messe, ils se marient à l'église. Quelquefois même, ils divorcent, ils se remarient, mais c'est pas grave, ils corrompent les curés pour pouvoir se remarier. Et donc, c'est un acteur intermédiaire qui a permis justement de faire baisser la violence dans cet État. C'est-à-dire que Alors, le gouverneur... ça ne diminue pas le trafic, ça ne diminue pas les activités illégales, mais ça diminue le degré de violence. Et
les habitants s'en sont aperçus et ça a renforcé la légitimité des autorités publiques de faire baisser ce niveau de violence. Mais c'est-à-dire que tu as pu voir le gouverneur mandater des curés pour aller parler avec des chefs ou des Non, représentants de cartel? le gouverneur, il va aller voir l'évêque. Ok. Et l'évêque, il va aller voir les curés. Les curés, il y en a partout, dans toutes les zones rurales, partout. Euh, et donc, les curés vont s'entendre avec les narcotrafiquants Parce qu'ils font localement. Parce qu'ils vont au confessionnal On aussi. va remonter les hiérarchies au niveau pour que, à un certain niveau, le responsable de l'organisation criminelle au niveau régional rencontre l'évêque. Et pour qu'une réunion soit organisée entre le responsable de l'organisation criminelle, l'évêque et le gouverneur. Et là, on discute. On discute, c'est-à-dire, toi, tu es responsable de l'organisation criminelle au niveau régional, tu dois contrôler les bandes de délinquants au niveau local. Si tu ne le fais pas, je t'envoie l'armée. Hmm. Parce que même s'il y a une effusion de sang à la fin. Si tu le c'est la pression. fais, je te laisse tranquille. Hmm. Tu continues ton trafic, je te laisse tranquille. Mais je ne veux plus qu'il y ait de petites bandes qui rackettent tous mes commerçants au niveau local. Tu te débrouilles comme tu veux, mais je n'en veux plus. C'est là qu'on voit débarquer des commandos des grandes organisations criminelles qui flinguent les petits jeunes qui vont racketter les commerçants et qui préviennent la population à partir de 11h du soir, je ne veux voir personne dans les rues. Ils font des couvre-feux. Couvre-feu. Toutes les personnes qui seront dans les rues seront assassinées. Wow. Qui c'est qui va dans les rues à 11h du soir? C'est les petits délinquants qui vont chanter, qui vont boire, qui vont... et qui, en même temps, ce sont eux qui rackettent les commerçants. Et tac, 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 alors c'est là qu'on retrouve les chiffres dont tu m'as parlé tout à l'heure. Donc il faut savoir d'où viennent ces chiffres. Hmm. Il faut voir qui est assassiné. Et du coup, dans cet état-là, tu as pu voir une baisse de la violence. Ou en tout cas, en même temps, j'imagine qu'il y a dû y avoir une hyper hausse des homicides, du coup. Oui, mais j'ai vu également une baisse de la violence, par exemple, dans l'état du Veracruz, à Jalapa. J'ai vu une baisse de la violence également donc dans le Guerrero, parce qu'il y avait eu une entente et parce que les grandes organisations ont repris en main les petites organisations qui leur sont théoriquement assujetties. Oui, c'est vraiment l'État qui a dit restructurez-vous et reprenez les choses en main, quoi. C'est ça. Parce qu'en fait, l'État oui, mexicain, mais là, on n'est plus dans un contexte de guerre contre la drogue. On est dans un contexte de pacification des rapports sociaux. Qu'est-ce qui est le plus important? Tuer les petits jeunes ou faire en sorte qu'il y ait moins de violence au niveau quotidien dans la ville? Bon, eh bien... Sacré arbitrage. Hein? J'ai dit c'est un sacré arbitrage, quoi. Ça fait un peu froid dans le dos. Non, mais c'est sûr que ça devient de plus en plus difficile de gouverner dans ces conditions-là. C'est pour ça que moi je dis que résoudre le problème de la drogue et de la violence qui est liée à la drogue au Mexique suppose un changement de système politique, suppose de lutter contre la corruption et surtout de lutter contre la pauvreté et de construire des services publics qui soient efficaces, notamment au niveau éducatif.
Après, il ne faut pas il faut pas attendre des miracles, hein. Mettre en place une telle politique dans un contexte néolibéral, ça va prendre 30 ans parce qu'on a toute une structure du système politique qui fait qu'il va y avoir des résistances. Eh oui. Mais tu penses que là, dans la direction dans laquelle va la nouvelle présidence, on peut s'attendre à avoir des résultats positifs dans les prochaines Oui. années? Là, depuis 2018, le nouveau parti qui est au pouvoir, qui s'appelle Morena, est un parti qui a entamé une autre direction pour le système politique. Mais tu ne changes pas un système politique du jour au lendemain. Et en plus, cette autre direction, elle suppose que on va négocier avec les narcotrafiquants. Et les Américains, ils n'aiment pas du tout ça. Ouais. C'est quoi le... C'est-à-dire que les Américains sont également un acteur incontournable dans ce contexte-là. Et on le voit bien avec Trump à l'heure actuelle, qui est en train de punir les Mexicains. Et tu penses que, par exemple, la présidence de Trump va avoir un effet négatif, du coup, sur les tentatives de politique publique de lutte contre la pauvreté du parti au pouvoir? Bien sûr, parce que Trump, lui, il ne va réagir que militairement. Il pense qu'il va résoudre tous les problèmes grâce à l'armée, à la contrainte. Et ça va avoir des effets, effectivement, ça va avoir des effets sur les relations bilatérales entre le Mexique et les États-Unis. Ça va avoir des effets également sur les Mexicains qui vivent aux États-Unis Bien sûr. et qui sont très nombreux. Et ça va avoir des effets sur les entrepreneurs américains qui, aux États-Unis, utilisent les Mexicains comme main-d'œuvre parce que c'est une main-d'œuvre bon marché. Mhm. Alors que là, il rapatrie tout aux Alors États-Unis. là, effectivement, on est à partir du moment où on ne veut plus voir de Mexicains, donc Trump va avoir tendance à se construire et à conserver sa légitimité politique en faisant la guerre, en jouant la guerre. Tu penses qu'il peut obliger le parti au pouvoir là, à changer de direction, à repartir sur quelque chose de militaire? Ça va être l'objet de négociations, effectivement, et de pression. Trump, c'est quelqu'un qui est qui va faire pression sur les Mexicains pour les obliger à appliquer la politique qu'il veut. Et bon, c'est bien ça le problème. C'est-à-dire que ça va être la loi du plus fort dans les relations, les militaires vont remplacer les diplomates, quoi. Il y a, comment dire, il y a toujours ces mouvements-là autoritaires qui reviennent de dire on peut régler n'importe quel problème avec les militaires. Et il y a au Salvador, j'ai un trou sur son nom, mais qui donne un peu cette image-là de oui, en fait, la drogue, la lutte contre la corruption, la lutte contre les bandes armées, elle peut se faire avec un bon coup de militaire et c'est réglé. Oui, on va voir. C'est réglé temporairement parce que on a mis tout le monde en prison. Mais après, qu'est-ce qu'on va en faire des gens qui sont en prison? Enfin, je veux dire, moi, je pense qu'on ne peut lutter contre la drogue qu'en luttant contre la pauvreté. Mhm. Et la militarisation, je n'y crois pas du tout. Bon, ou alors c'est le fascisme. Qu'est-ce que tu penses de la légalisation ou la dépénalisation des drogues Oh. comme moyen de lutte contre le trafic de drogue? Alors, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. À partir du moment où on applique des politiques de prohibition qui sont en place depuis 1965, hein, Mhm.
c'est-à-dire au niveau des Nations Unies. On criminalise les paysans, les trafiquants, les consommateurs et donc on ne règle pas le problème. La preuve, il y a toujours de la drogue. C'est-à-dire que la drogue, elle est illégale, mais elle continue à être consommée. Donc le problème, ce n'est pas un problème de légalité, de légaliser ou non. À mon sens, le problème numéro 1, c'est de savoir pourquoi les consommateurs consomment de la drogue. Les racines. Qu'est-ce que c'est qui fait que je suis obligé d'utiliser un produit de substitution pour accepter ma vie quotidienne? Alors, est-ce qu'il faut revoir les relations au travail? Est-ce qu'il faut revoir les relations est-ce qu'il faut revoir l'éducation des enfants, des adolescents? Est-ce qu'il faut revoir les moyens d'influence dont chacun dispose dans sa main? C'est-à-dire les téléphones portables? Est-ce qu'il faut revoir la manière dont on distribue les services publics? Bon, c'est là que je crois que la relation au travail est primordiale dans nos sociétés. Et je crois que le travail, comme disait Marx, dans la majorité des cas, il est aliénant. Et il aboutit même à être abrutissant. Et donc, une compensation est recherchée et on la trouve dans la consommation de drogue. Je crois que la relation au travail doit être revue. La relation à l'éducation, la relation au travail sont des choses fondamentales et ce n'est pas en autorisant ou en prohibant la drogue qu'on arrivera à une solution d'un problème qui est un problème d'ordre social et d'ordre relationnel et individuel, éthique et interindividuel. D'accord. Je suis convaincu. Par rapport à notre discussion qu'on avait avant, là, tu m'as fait changer d'avis. Ah. Comment est-ce qu'on fait pour corrompre? Tu m'as dit que tu apprenais à tes élèves en master comment on corrompt. Alors, c'est quoi les petits conseils? Les petits conseils, c'est... Le premier conseil, c'est de différencier état de droit, état de loi et état sans loi. L'état sans loi, c'est la loi du plus fort. La loi interindividuelle du plus fort. Le maître par rapport à son esclave. L'état de loi, c'est un état où la loi existe, mais elle peut être transgressée par la corruption. Et l'état de droit, c'est un état qui est fondé sur le principe d'égalité, c'est-à-dire chacun est égal devant la loi, quel que soit son statut. Dans l'état de loi, loi au pluriel, dans l'état de loi, la corruption est structurelle. Dans l'état de droit, la corruption, elle existe, mais elle est exceptionnelle, ou elle est située uniquement dans les sphères les plus hautes de la société. Alors,
là, pour corrompre, on parle d'état de loi. Parce que j'étais habitué à dire à mes étudiants, vous êtes responsable d'un convoi humanitaire qui transporte de la nourriture pour un camp de réfugiés ou de déplacés en Afrique. Vous arrivez au camp, le camp est ceinturé par l'armée. L'armée vous arrête et un militaire, le responsable de la troupe, vient vous voir et vous dit, vous ne pouvez pas passer, il faut payer telle somme pour pouvoir passer et accéder au camp de déplacés. Les gens sont en train de mourir de faim dans ce camp. Il vous dit, soit vous payez, soit vous me donnez un quart de la nourriture que vous transportez dans votre camion. Vous n'allez pas lui dire, monsieur, je fais partie d'une organisation internationale qui vient au secours des victimes. Il y a un état de droit. Vous n'avez pas le droit de me ponctionner ma marchandise. Vous n'allez pas lui dire ça. Vous allez être obligé de négocier avec lui. La négociation, elle se fonde sur un lien interpersonnel de confiance, malgré que vous ne lui fassiez pas confiance. Tel est le paradoxe de la situation. Et la réalité de la situation, c'est que lui, il a une arme et vous, vous n'en avez pas. Lui, il a ses hommes qui sont autour de lui, qui sont armés, et vous, vous êtes désarmés avec les chauffeurs des camions que vous conduisez. Donc, vous allez négocier avec lui. Vous allez essayer, négocier, ça veut dire, je dois trouver un point commun qui va fonder la confiance, lui en moi et moi en lui. C'est-à-dire, je vais lui laisser quelque chose, mais pas autant que ce qu'il me demande. Donc, je vais discuter avec lui. Je vais lui demander s'il aime le foot. Eh oui, il faut trouver des points communs. Je vais lui demander des choses comme ça, je vais lui demander combien il a d'enfants, je vais essayer de dévier la conversation pour qu'on ait un lien, lui et moi. Et à partir de là, je vais négocier dans un climat de confiance combien de camions je lui laisse. Mais je vais être obligé de lui laisser quelques camions. Qu'est-ce qu'il va en faire des camions que je lui laisse? Il va les revendre, il va revendre la nourriture aux gens qui sont dans le camp. Et il va ainsi accroître ses bénéfices et accroître le montant de son salaire officiel grâce à la corruption. Donc, il m'aura extorqué et il va extorquer en même temps la population qui est dans le camp. C'est comme ça que ça se passe. Est-ce que toi, tu as un exemple de négociation que tu as pu mener comme ça, dans un contexte tendu et que tu as réussi à désamorcer comme ça? Ben, j'en ai plusieurs, mais je ne te les raconterai pas. Sincèrement, j'ai très rarement accepté de corrompre. Est-ce que tu considères du coup ton terrain, le Mexique, les terrains que tu as fait, comme des terrains dangereux? Enfin, c'est à toi de me dire, je ne vais pas l'assumer. Et comment est-ce que tu as fait pour l'appréhender? Est-ce que tu as appréhendé différemment comme des terrains que tu avais pu faire avant? Et est-ce que tu conseillerais à des gens de... Qu'est-ce que tu conseillerais à des gens qui sont sur des terrains qui sont difficiles comme ça? Est-ce que c'était difficile même? Moi, je ne sais pas. Bon, c'est sûr que c'est un terrain, c'est plutôt un thème
de recherche qui n'est pas facile. Maintenant, quand tu es sociologue, tu dois analyser toutes les parties qui composent la société. C'est un devoir qui est lié à ta profession, si tu veux. C'est déontologique. On ne va pas laisser en dehors de la recherche des catégories de la population parce qu'elles sont armées. Donc après, c'est une manière de s'y prendre. Le chercheur de terrain, ce n'est pas le même que le chercheur qui bosse en bibliothèque. Donc, on est amené à être confronté à des situations extrêmes et il faut réagir sans panique et sans peur. En fait, c'est la peur qui annihile les découvertes qu'on peut faire à partir de ces situations. Après, C'est-à-dire, j'ai pas bien compris comment ça la peur, est-ce que la peur peut te mettre dans des situations de fragilité ou est-ce que c'est que la peur, elle non, t'empêche de voir des choses? la peur t'empêche de voir des choses et elle fait que tu ne peux pas faire ton métier si tu veux. C'est-à-dire tu n'as pas la lucidité nécessaire et ce qu'on appelle l'objectivité nécessaire pour faire ton analyse. Donc, il faut dépasser ce sentiment-là et si on ne peut pas le dépasser, il faut faire un autre boulot ou aller travailler en bibliothèque ou travailler en bibliothèque sur des documents historiques ou des pièces rapportées. Le chercheur de terrain, c'est un chercheur qui est directement en contact avec la réalité. Bon, après, la réalité telle qu'elle est, il faut la découvrir, c'est-à-dire que elle n'est pas forcément face à toi. Si tu veux accéder à quelqu'un qui a une responsabilité dans une organisation criminelle, il faut trouver des acteurs intermédiaires. Tu ne vas pas y aller directement. Tu m'étonnes. Donc, ça demande un travail de terrain dans le temps. Et ça fait partie du travail, si tu veux. C'est-à-dire qu'il faut aller au restaurant avec des gens qui ne sont pas recommandables, il faut aller boire des pots avec des flics qui sont des assassins, il faut nouer des liens qui te permettent de te rapprocher le plus possible du phénomène que tu étudies. Ça, c'est le travail de terrain. Et comment ils réagissaient, les gens, du coup, sur le terrain, par exemple, ces flics, quand tu leur dis je suis professeur en France et j'étudie le Mexique? Est-ce qu'ils te voient un peu comme un alien ou est-ce qu'ils sont. Ils te prennent un peu comme tu es? Je suis partisan du discours de vérité. C'est-à-dire que quand je vais pour connaître quelqu'un, je me présente d'abord qui je suis, ce que je fais et pourquoi je le fais. Et je mets toujours en avant l'anonymat de mes questions. Si tu veux. Je ne vais pas dévoiler le nom de la personne avec qui je parle. Tu vois? Après, c'est compliqué parce que au Mexique, sur mon terrain, les gens que tu vas interviewer, ils te voient arriver, tu es tout blanc, tu as l'air d'avoir une éducation, d'avoir fait des études, etc. Donc, tu es quelqu'un d'influent. Le premier discours qu'ils te tiennent, c'est que... Alors, ça, je l'ai vécu directement lorsque je faisais des enquêtes dans les prisons.
j'allais voir les criminels pour qu'ils me racontent leur vie. Et tout de suite, ils me disaient que ils étaient innocents, qu'ils étaient là par erreur. Et qu'il fallait que j'intercède pour eux auprès du juge, pour les faire libérer. Donc, je suis arrivé, j'en disais, je n'ai aucun pouvoir. Je ne peux pas te défendre, je ne suis pas avocat, je ne suis pas juge, je ne suis pas politicien, je suis chercheur, je travaille dans une université. Et je n'ai pas de pouvoir à ce niveau-là. Donc, raconte-moi ta vie. Bon, généralement, les gens qui sont en prison pour des durées assez longues, ils s'ennuient tellement dans la prison qu'à partir d'un certain moment, ils commencent à te raconter leur vie. Tu racontes tout. Et c'est plutôt que ça dure trop longtemps que pas assez, quoi. Parce qu'ils sont contents d'avoir quelqu'un qui les écoute. Bien sûr. Mais il faut établir ce lien de confiance qui est fondé sur l'anonymat de la personne du respect de l'anonymat de la personne que tu as en face de toi. Tu n'es pas là pour faire de la délation. Tu es là pour comprendre comment fonctionne la vie, comment fonctionne leur vie à eux. Et c'est quoi le pourquoi que tu leur donnais? Qui Pourquoi tu de es, quoi? d'où tu viens, qu'est-ce que tu fais, mais pourquoi tu le fais? Est-ce que tu arrives Ah. à donner une réponse assez satisfaisante Oui, pour eux? Parce que si tu leur dis juste ça m'intéresse, est-ce que c'est suffisant? Non, c'est pour que la société comprenne comment fonctionne cette partie de la société à laquelle ils appartiennent. Hmm. Il y a de la violence, ça veut dire qu'il y a de la séparation, ça veut dire qu'il y a du rejet, ça veut dire qu'il y a de l'ostracisme. Et pourtant, on est tous de la même humanité. Si tu veux. Donc, il faut arriver à construire des liens de compréhension entre une partie de la société et l'autre. C'est l'ignorance qui est à la base de l'intolérance. Hmm. Donc, le chercheur, s'il sert à quelque chose, c'est pour lutter contre l'ignorance et permettre d'établir des ponts entre les diverses parties d'une même société ou d'une même humanité à laquelle on appartient. Avant que je te libère, parce que là, je t'ai pris longtemps, j'aimerais bien savoir, du coup, pour cette étude-là que tu as fait en prison, qu'est-ce que tu te posais comme question et quelles réponses ou quelles autres questions ça t'a amené, ces entretiens en prison avec les criminels qui étaient là en longue durée? D'abord, une prison, il y a différents quartiers. Tu as des quartiers à haute sécurité où tu as les criminels qui sont les plus dangereux, qui sont enfermés. Alors, c'est des gens qui sont intéressants à connaître aussi, hein. Et puis, tu as les prisonniers communs, si tu veux, qui là, en l'occurrence, ils étaient dans la cour. Et j'étais très étonné parce qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient là, dans la prison à laquelle je pense, là, qui est la prison de la ville de Chihuahua. Et j'étais très étonné parce qu'il y a des gens qui étaient assis et je ne comprenais pas ce qu'ils faisaient là. J'essayais de discuter avec eux, ils ne me répondaient pas. Et donc, je me suis adressé au gardien, je leur ai dit, mais c'est qui ce groupe-là qui est marginalisé, là, et ne parle pas, rien. Et ce sont des Indiens Tarahumaras qui étaient des cultivateurs de drogue. Et l'armée est arrivée, les a arrêtés, les a mis en prison, ils sont condamnés. Ils ne parlaient pas un mot d'espagnol. Ils ont été jugés, ils ne savaient même pas se défendre. Ils n'avaient pas d'avocat parce qu'ils n'avaient rien pour payer un avocat. Et ils avaient été condamnés à des peines lourdes, quoi. Et donc, je ne comprenais pas. J'ai été voir
le procureur de la République, là, de cet État, pour lui dire, mais qu'est-ce que font ces Indiens Tarahumaras, là, qui sont des paysans, là, enfermés en prison? Il dit, ouais, ce sont tous des criminels. C'est parce qu'il avait besoin d'un quota d'emprisonnés pour justifier son action. Et c'est quand même plus facile d'arrêter un paysan, puisque le paysan est accroché à sa terre. Et le paysan, de toute manière, il ne peut rien faire. C'est-à-dire que le narcotrafiquant arrive, lui donne des semences, et lui dit, tu les sèmes, tu les récoltes, et je viens chercher le fruit de ta récolte à la fin, et je te paye pour faire ça. Donc le paysan, il le fait. Ça lui fait un petit peu de fric. Mais c'est quand même lui le prolétaire de la chaîne, si tu veux, c'est lui qui gagne le moins. Est-ce qu'il a le choix même? Et comme il est attaché à son champ, c'est le plus facile à arrêter. Un champ, un paysan. L'armée arrive, tac, elle le prend. On ne sait même pas d'ailleurs si c'est lui qui cultivait le champ ou non. De toute façon, il ne parlait pas espagnol. Donc, moi, dans ma position de chercheur français, je m'adressais au procureur de la République et je lui disais, c'est tout à fait injuste que ces paysans-là soient en prison, quoi. Ils ne savent même pas ce qui leur arrive. Bon. Et il n'était pas content que je lui dise ça, quoi. Et, bon, 2 ans après, il a été viré, il a été remplacé par un autre procureur qui était une femme avec laquelle j'étais copain, hein, et qui les a fait libérer immédiatement, quoi, les paysans. Parce qu'ils n'avaient effectivement rien à faire là, quoi. Ah, tu m'étonnes. Ouais. C'est intéressant parce que tout au long de notre discussion, il y a un fil rouge qui m'apparaît un peu qui est les statistiques. C'est-à-dire les quotas des Américains sur, Ah oui. on parlait des champs, les quotas ici de la prison, les quotas au niveau de, par exemple, du nombre de cartels, de personnes de cartels tuées demandées par les Américains. Il y a vraiment un lien très fort entre quotas et violence, quoi. En tout cas, peut-être la violence de la prison ou en tout cas la violence d'aller assassiner des gens ou en tout cas de la destruction. Il y a vraiment là-dessus. Ok. Bah, écoute, Jean, est-ce que tu as quelque chose d'autre à nous pour finir cette belle discussion qu'on a eue? Bon, on pourra en parler pendant des jours, mais Bah, pendant 40 ans. c'est intéressant. Ce qu'il y a, c'est que la seule chose que j'ai à dire en conclusion, c'est que il ne faut pas regarder les populations qui sont concernées par la consommation ou le trafic de drogue avec condescendance. On n'est pas supérieur à eux. Bien sûr. Si on accepte l'état de droit, on accepte le principe d'égalité, c'est-à-dire qu'on va vers l'autre et on essaye de le comprendre. Et si c'est difficile, eh bien on continue à essayer de le faire. Et sinon, la vie ne mérite pas d'être vécue, du moins en société. Bah, écoute, merci beaucoup Jean pour ces derniers mots et merci beaucoup à vous d'avoir écouté cet épisode et j'espère peut-être une autre fois. On verra. Salut, c'est Mathias, merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Oublie pas de partager à tes amis, de liker et de commenter. Merci à tous ceux qui ont contribué à la réalisation de cet épisode. Karen Dakache à l'écriture, Correra Media au montage, Lucien Babin au mixage, Clément Mohamed pour la miniature et Arthur Evelois pour l'animation. Chercheur est un média indépendant et autofinancé, alors chaque partage, chaque like pour nous compte énormément. Merci et à très vite.